Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation consacrée aux nouveautés d'ArcGIS Pro ainsi qu'à sa feuille de route. Alors cette présentation va être présentée par moi-même, Wei, et Gabriel ici. ArcGIS Pro continue aujourd'hui d'évoluer très rapidement avec des mises à jour qui concernent des mises à jour qui touchent aussi bien la cartographie, l'analyse spatiale, la 3D, l'intelligence artificielle ou encore les workflows entreprises. L'idée aujourd'hui n'est pas de vous faire une liste exhaustive des nouveautés, mais plutôt de mettre en avant les nouveautés SIG qui ont le plus d'impact sur les usages SIG de CG modernes. On va voir lors de cette présentation les principales évolutions apportées sur la version 3.6 d'ArcGIS Pro et la version 3.7, ainsi que la feuille de route tout à la fin. Avant tout, je dois vous replacer ArcGIS Pro dans l'écosystème ArcGIS. Donc ArcGIS Pro est aujourd'hui l'application desktop bureautique la principale d'Esri. C'est une plateforme, comme je l'ai dit, qui continue à évoluer rapidement avec des mesures régulières et des nouvelles capacités. On voit aujourd'hui aussi plus de convergence entre le desktop, le cloud, l'IA et les workflows web. Alors, pour mieux comprendre sa place, on va regarder rapidement l'écosystème d'ArcGIS. ArcGIS Pro ne fonctionne pas de manière isolée, comme vous l'avez compris. Il s'intègre dans un écosystème beaucoup plus large, donc l'écosystème ArcGIS que vous voyez. ArcGIS Online, par exemple, qui permet notamment de partager des cartes, d'applications et de données. ArcGIS Enterprise, qui apporte la partie infrastructure et hébergement on-premise, ou encore la partie développement, qui permet de créer des applications personnalisées et automatiser vos workflows. Dans beaucoup d'organisations, ArcGIS Pro reste malgré tout le cœur des workflows SIG avancés. C'est souvent là que les données sont préparées, les analyses sont réalisées et le contenu publié vers le reste de l'écosystème. ArcGIS Pro est une application bureautique moderne installée localement sur le poste de l'utilisateur. Le fait qu'elle soit desktop reste très important pour certains usages, comme les gros traitements, la 3D, les analyses complexes ou les workflows sur des très gros volumes de données. Elle couvre aujourd'hui énormément de cas d'usage, cartographie et production de cartes, analyse spatiale avancée, traitement d'imagerie et de télédétection, visualisation et analyse 3D ou encore gestion des réseaux techniques avec Utility Network. ArcGIS Pro suit un cycle de mise à jour relativement régulier. En général, Esri publie 2 nouvelles mises à jour par an. La version 3.6 est sortie en novembre 2025 et la version 3.7 vient tout juste d'être publiée ce mois-ci, en mai 2026. Chaque mise à jour apporte des nouveautés comme des fonctionnalités, des améliorations de performance, des évolutions UX ou aussi des évolutions de technologie plus profondes. Dernière slide d'introduction, petit rappel sur le fonctionnement des licences. Chaque utilisateur possède son propre compte ou profil de connexion. Les fonctionnalités disponibles dépendent ensuite des licences et des extensions attribuées pour chaque compte. Aujourd'hui, le modèle le plus courant, c'est le modèle Named User via ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Mais ArcGIS Pro supporte aussi la version Single Use. Mais à noter que Esri pousse progressivement les utilisateurs vers des modèles davantage connectés, donc le Name User. Les administrateurs peuvent ensuite gérer l'attribution de licences, les extensions et les permissions d'accès. On va maintenant passer aux nouveautés de la version 3.6. La 3.6 apporte des améliorations assez variées. Certaines nouveautés sont visées pour les utilisateurs, d'autres un peu moins, mais qui ont quand même un impact sur vos workflows quotidiens. La première nouveauté qu'on va voir, c'est la barre d'outils calculer un champ ou calculate field en anglais. L'outil calculate field existe déjà depuis assez longtemps sur ArcGIS Pro, mais Esri a retravaillé l'expérience utilisateur pour rendre le calcul des champs plus rapide et plus interactif. L'objectif est surtout d'améliorer les workflows d'édition d'attributaires au quotidien. Plutôt que d'avoir une fenêtre systématiquement dédiée à l'outil calculer un champ,
Les calculs peuvent maintenant être réalisés directement depuis la barre d'outils intégrée à la table attributaire. Donc dans la vidéo, on travaille en Caroline du Nord, il me semble, et il veut faire un calcul de champ. Donc, pour ce faire, il clique sur le champ d'intérêt qu'il veut remplir. Donc là, c'est pourcentage below poverty, donc le pourcentage de la population qui est en dessous de la ligne de pauvreté, qui est en bleu. Donc il la sélectionne et il clique sur le bouton Calculate Field. Et donc le panneau s'ouvre juste au-dessus. Je vais relancer la vidéo sans faire exprès. Voilà, le panneau s'ouvre juste au-dessus. À gauche, on retrouve le champ qu'on a sélectionné. Au milieu, on a notre champ de saisie, donc là où on entre notre expression arcade ou Python. À droite, juste à droite, on peut sélectionner le type d'expression, donc Python ou arcade par exemple. Et tout à droite, on peut lancer donc, le script qu'on vient d'entrer. Le calcul peut être exécuté sur l'ensemble des entités, si on le lance comme ça, ou uniquement sur une sélection spécifique, si on sélectionne une ligne et qu'on lui indique qu'on veut lancer ce calcul sur une seule sélection. C'est une petite évolution, mais qui peut faire gagner du temps sur les opérations répétitives du quotidien. Et globalement, on voit qu'Esri continue d'améliorer progressivement toute l'expérience édition de ArcGIS-Pro. Une autre amélioration intéressante d'ArcGIS-Pro concerne la sélection des entités à partir des classes de symbologie. ArcGIS-Pro permet maintenant d'interagir beaucoup plus directement avec les entités présentes dans une classe de symbologie. Alors, dans la vidéo, les données ne sont pas importantes. On voit surtout que c'est classé en fonction d'un attribut dans plusieurs classes de symbologie. Et directement depuis la table des matières, donc à gauche, il devient possible de faire un clic droit sur une classe de symbologie pour sélectionner les entités de cette classe, ajouter les entités de cette classe à une sélection, ou retirer les entités de cette classe de la sélection. Avec cette amélioration, on évite de passer systématiquement par des requêtes attributaires ou des définitions de sélection. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais remettre. Dans cette deuxième partie de vidéo, on voit un changement lié à l'affichage de sélection sur les lignes ou polygones. Donc là, on voit qu'il a sélectionné la ligne qui est sous symbologie assez grande en pointillé. Il donc accède au panneau d'options de la sélection et sélectionne l'option « Afficher la géométrie et les lignes de polygone lorsqu'ils sont sélectionnés sur la carte ». Après avoir activé cette option, on voit que la sélection passe de la symbologie à la géométrie qui est en dessous. Encore une fois, c'est des petites améliorations UX, mais qui rendent le workflow quotidien beaucoup plus fluide. Après ces améliorations orientées édition et sélection, on va passer maintenant à une nouveauté concernant le modèle Builder. Le modèle Builder a reçu une refonte visuelle en 3.6. Donc l'objectif ici, c'est surtout de moderniser l'expérience utilisateur. L'interface est maintenant plus proche des standards visuels qu'on retrouve déjà sur ArcGIS Online ou des applications web récentes. On voit que je vous lance la vidéo. On voit que la lisibilité des workflows est améliorée, les variables, les connexions, les outils sont plus faciles à distinguer. Ça peut paraître mineur, mais dans beaucoup de modèles complexes, avec beaucoup d'étapes, ça améliore vraiment le confort de travail. Autre petite nouveauté de la 3.6, ça apporte quelques améliorations sur les workflows de mise en page et de cartographie imprimée. Donc là, c'est une cartographie des observations d'oiseaux. Donc dans cet exemple, la légende affiche déjà plusieurs éléments de la carte, mais pas une couche liée au sentier dans la légende, mais qui est dans la carte. Avant, il fallait généralement parcourir manuellement la table des matières pour retrouver la couche concernée et l'ajouter à la légende. Avec ArcGIS Pro 3.6, maintenant, il est possible de directement faire un clic droit sur Legends et ajouter la couche de la carte manquante. ArcGIS Pro affiche alors les couches présentes dans la carte, mais absentes de la légende dans les options qui vous sont montrées.
Donc ici, avec un clic droit, on peut ajouter simplement la couche manquante pour compléter automatiquement la mise en page. Donc toujours, l'objectif, c'est de rendre les workflows de création de layout plus intuitifs. Autre nouveauté, plus légère mais pratique, les annonces logicielles directement dans ArcGIS Pro. Les utilisateurs pourront voir directement dans ArcGIS Pro les nouveautés, les correctifs ou les informations importantes directement dans l'application. Cela va permettre à Esri de communiquer plus rapidement sur les nouvelles fonctionnalités, les patchs ou certains changements importants. C'est aussi cohérent avec l'évolution d'ArcGIS Pro vers une plateforme plus connectée. Une autre nouveauté particulièrement intéressante pour les environnements entreprises, les rapports de schéma Geodatabase. Donc, ArcGIS Pro peut maintenant générer automatiquement des rapports HTML décrivant la structure d'une géodatabase. On peut y documenter les classes d'entités, les champs, les domaines, les relations et les index. Cette nouveauté peut faciliter notamment les audits, la documentation et la comparaison entre géodatabases ou versions. C'est particulièrement intéressant dans les environnements entreprises ou utility network. Ces rapports peuvent aussi améliorer la communication entre les équipes SIG et les équipes bases de données. ArcGIS Pro 3.6 introduit également le support de fonds de plan 3D photoréaliste Google. Donc, l'objectif est d'améliorer l'immersion et le réalisme des scènes 3D. Le contexte urbain, comme vous pouvez le voir à Londres, devient beaucoup plus lisible, notamment pour la planification, les présentations ou certaines analyses 3D. On retrouve ici les données 3D photoréalistes de Google Maps intégrées directement exploitables dans les scènes ArcGIS. C'est une fonctionnalité encore en bêta, donc il faut l'activer dans ArcGIS Online par un administrateur. C'est la petite image que vous voyez en bas à gauche. Elle fonctionne actuellement avec un système de sessions limitées. Ici, on a 20 000 sessions. En tout cas, pendant la période de bêta, ça va marcher comme ça. Je ne sais pas comment ça va changer dans le futur. Mais pour l'instant, c'est avec un système de sessions limitées et il faut l'activer au préalable dans ArcGIS Online par un administrateur. Dernière nouveauté de la 3.6, toujours côté 3D. ArcGIS Pro supporte maintenant les Gaussian splats. C'est une nouvelle méthode de rendu 3D permettant de représenter des scènes photogrammétriques très détaillées. Le résultat est souvent plus réaliste que les nuages de points classiques, avec des performances d'affichage qui sont meilleures. C'est une technologie qui devient de plus en plus populaire dans les workflows 3D avancés. Donc, c'est plutôt important que ArcGIS Pro commence à les supporter. Je vais maintenant passer la main à Gabriel qui va vous présenter les nouveautés d'ArcGIS Pro 3.7. Bonjour tout le monde. Donc, maintenant que Wade vous a présenté ArcGIS Pro 3.6, on va maintenant vous introduire aux nouveautés dans ArcGIS 3.7. Donc, pour rappel, ArcGIS Pro 3.6 a été délivré en novembre 2025 et là, la version 3.7, elle est apparue à peu près il y a 2 semaines. Et donc, une nouveauté qui va arriver, c'est par exemple le contrôle de la visibilité des couches par fenêtre cartographique. Donc, imaginez que vous travaillez sur, ici, une sorte d'affiche où vous avez en fait plusieurs sous-map frames qui parlent par exemple du changement climatique et il y a différents paramètres. Ça pourrait être par exemple le pH, donc c'est une mesure d'acidité, ça peut être la température, ça peut être aussi... Ouais, merci. Ça peut être aussi d'autres paramètres. Et donc vous voyez qu'il y a différents map frames sur une même carte. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un sous-map frame qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, ça va être le pH. Vous voyez que les légendes n'est pas bonne parce qu'elle est donnée en degrés Celsius, donc unité de température. On sélectionne directement le map frame d'intérêt, donc ça va être ici pH value, acidité.
Et en fait, on peut rafraîchir directement la légende, simplement directement ici, en fait, par MapFrame. Tout ça pour que le rendu final soit homogène sur la pancarte de fin. Une deuxième chose qui va être nouvelle en fait dans ArcGIS Pro 3.7, c'est la possibilité de recherche sémantique des symboles ou des icônes. Donc vous voyez par exemple, imaginez que vous ayez une carte ici, enfin ici c'est plutôt une vision aérienne, et vous voulez en fait placer des symboles dessus. Donc ça peut être différentes choses, ça pourrait être un arbre, ça pourrait être une maison, ça pourrait être peu importe quel symbole. Et en fait, dans le passé, il fallait principalement chercher symbole par symbole et parfois taper les noms exacts. Par exemple, tel carré de telle couleur. Et parfois, c'est un peu difficile à savoir, se rappeler du nom exact, particulièrement si vous travaillez avec une version d'ArcGIS qui n'est pas dans votre langue natale. Parfois, ça peut être plus compliqué. Et donc, en fait, ici, dans la recherche sémantique, c'est que vous allez ici taper un nom, par exemple play en anglais. Et en fait, play va vous donner plein de suggestions. Donc, vous aurez par exemple des jeux associés ou une plaine de jeux ou alors un parc ou quelque chose comme ça. Donc, finalement des icônes qui appartiennent un peu au même champ lexical et qui sont un peu dans le même thème. Donc, vous voyez ici, vous pouvez sélectionner quelque chose lié à ça. Si maintenant je tape parc, moi j'aimerais bien sélectionner un banc dans un parc, une icône d'un banc. Et donc, j'ai pas besoin de taper le nom exact, je peux juste avec parc en fait trouver l'icône d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qui vous fera gagner du temps si vous travaillez avec des icônes et des symboles. Le fait que vous pouvez en fait, avec des mots-clés simples, retrouver plus facilement une icône. Donc ça, c'est une nouveauté. Il y a aussi, en parallèle à ça, l'analyse des performances cartographiques et des métriques de rendu. En fait, c'est une option qu'il y a maintenant dans ArcGIS Pro qui vous permet de facilement avoir une petite analyse en plus de votre carte sans devoir faire tourner un outil de géoprocessing. Et donc, par exemple, vous voyez que vous avez ce nouveau panneau au sein duquel il y a des sous-catégories. Donc ici en anglais, message ou draw metrics. Et donc, ça permet en fait d'identifier facilement l'impact des couches sur l'affichage et d'optimiser l'affichage des cartes et d'essayer d'optimiser. Et donc, par exemple, ici, dans la partie message, vous pouvez facilement, grâce à cet outil, voir tous les warnings, les avertissements ou les messages d'erreur ou les success status de certains outils de géoprocessing que vous aurez fait tourner. Et dans la partie métriques, vous avez quelques statistiques en plus sur votre carte. Par exemple, ici, le nombre de volcans ou alors d'autres paramètres que vous pouvez mesurer à la fois en count ou aussi parfois avec des pourcentages. Ah mince. En plus de ça, il y a aussi la possibilité dans la version 3.7 de créer et de gérer des graphes de connaissances locaux, ou en anglais ça s'appelait File Knowledge Graph. Et donc, ça permet en fait de maintenant le faire dans ArcGIS Pro sans dépendre de ArcGIS Enterprise. Et ça vous permet notamment d'analyser les liens entre les données spatiales et non spatiales, comme vous pouvez voir ici sur le schéma en bas où vous avez le lien entre les données spatiales et non spatiales avec ce type de schéma de relation. Et ça permet aussi une prise en charge des investigations avancées et des diagrammes de liens. Et donc, c'est comme ça que vous créez un fichier de graphe comme ça et vous pouvez sélectionner certaines caractéristiques. Autre chose qui sera nouveau dans ArcGIS Pro 3.7, c'est l'extraction de lignes et de polygones numérisés. Donc vous allez me dire, c'est pas quelque chose d'entièrement nouveau, on fait ça depuis longtemps, mais c'est en tout cas plus performant que l'extension d'ArcGIS Pro Desktop. Je pense que c'était VectorScan ou quelque chose comme ça. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est une extraction automatique qui a été améliorée aussi grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, ça peut facilement reconnaître des géométries complexes. Et si vous travaillez par exemple des vieilles cartes papier ou des vieux scans, ce qui peut arriver dans certains contextes, eh ben, c'est beaucoup plus performant pour les numériser
et avoir des géométries précises, et ça évite la numérisation manuelle qui peut parfois être fastidieuse. Autre chose qui va venir aussi maintenant dans ArcGIS Pro, c'est une analyse basée sur les embeddings en anglais. Je ne sais pas exactement comment traduire ça, mais en fait, c'est principalement une analyse sémantique pilotée par l'intelligence artificielle. Ça vous permet notamment de détecter des similarités entre des objets géospatiaux et d'exploiter des modèles d'embedding qui ont été préentraînés basés sur l'intelligence artificielle. Donc, imaginez que vous avez une image space, donc une vue aérienne. Vous la soumettez à un modèle basé sur l'intelligence artificielle ou parfois basé sur des modèles de réseaux de neurones ou des choses plus complexes. Et après, vous pouvez en fait isoler des objets et quelque part les identifier clairement. Et c'est ce qu'on va voir ici dans la vidéo. Donc, vous voyez, imaginez, on a une photo aérienne et on aimerait bien tester un modèle préentraîné d'embedding. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne ici un modèle d'intérêt. Donc, on va prendre un modèle d'embedding qui a déjà été préentraîné. On choisit par exemple celui-là. Après, on joue un peu avec quelques paramètres. Ici, je pense que c'est le batch size et la grid size. En fait, on va appliquer une grille en fait, sur l'image déjà présente. Donc, on fait ça. On peut faire tourner après le processus. Et vous allez voir que maintenant, il y a une grille qui apparaît. Et donc, on travaille avec des mailles. Et ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est maintenant sélectionner un objet. Dans le cas, ici, on va prendre une voiture. On prend quelques voitures ici. Et alors, on applique le modèle et on veut voir, en fait, le modèle va identifier toutes les géométries similaires. Donc, vous voyez, par exemple, que ce qui ressemble à des voitures, en tout cas, toutes les voitures ont été identifiées ici en rose, parce que le modèle a réussi à reconnaître, à force d'avoir été préentraîné, il sait reconnaître plus ou moins ce qui s'apparente à une voiture. Et donc, après, vous pouvez sélectionner la sous-sélection et je pense que c'est vraiment utile si, par exemple, vous voulez travailler avec faire des statistiques sur des images aériennes, par exemple, et reconnaître, OK, combien j'aurai de voitures ou combien j'aurai d'arbres dans cette région. Et donc, il y a des modèles préentraînés, mais j'imagine que à force de travailler aussi, les modèles s'améliorent au fur et à mesure. Question, ça marche uniquement en 2D ou c'est en séquence en même temps? Je ne sais pas réellement si ça marche en 3D. Ouais, je peux peut-être demander. Peut-être que vous pouvez demander à l'Argis Pro Bouffe en bas. Mais je peux demander à un collègue si vous voulez. Ok. Et il y a un concours de Random Forest, etc., qui était possible dans la vie, c'est la première fois de servir là. Je pense qu'effectivement, c'est une des premières fois que c'est intégré. Vous avez déjà travaillé avant avec des runners? Des classifications, tout ce qui est classification, c'est fait. Mais je sais pas si c'est des soins juste, mais après ça, depuis longtemps, on me demande c'est quoi le plus. Ah, le plus, bah, c'est l'intégration, ouais, comme vous dites, directement dans ArcGIS Pro 3.7. Et je pense aussi que c'est la disponibilité des modèles en fait, que vous pouvez directement apporter dans ArcGIS Pro. Et j'imagine ils sont sans doute aussi meilleurs par rapport aux premières versions qui ont été disponibles. Et je pense aussi que pour les modèles, j'avais l'impression qu'avant, il fallait quand même aller les chercher sur le site d'Esri et ça demandait un peu plus de recherche avancée pour trouver un modèle, alors qu'ici, ils sont plus facilement disponibles. Et j'imagine aussi qu'ils ont été, avec le temps, entraînés pour être plus performants par rapport aux versions précédentes. En parallèle à ça, il va aussi y avoir dans la version 3.7 quelques améliorations concernant tout ce qui est les réseaux de domaine télécom, donc télécommunications. Donc, ils ont un nouveau modèle qui a été inclus ici pour tout ce qui est télécommunications. Ça permet de mieux gérer tout ce qui est circuits et réseaux de fibre optique. Et ça permet aussi une meilleure prise en charge des infrastructures réseau à grande échelle. Comme vous pouvez voir sur la photo, on peut plus facilement en fait, jouer avec des modèles de télécommunications dans 3.7. Et la dernière amélioration, c'est la possibilité d'avoir aussi une meilleure documentation et un help dans ArcGIS Pro, notamment la possibilité de travailler avec une documentation offline que vous téléchargez à l'avance, par exemple, et vous pouvez choisir la version d'ArcGIS Pro que vous voulez. Si vous travaillez ici avec 3.7, vous téléchargez ça directement dans le centre ArcGIS Pro documentation. Vous pouvez choisir la langue, et ça peut être anglais,
allemand, portugais, français, les langues disponibles en tout cas dans Esri. Et vous pouvez après travailler offline avec cette documentation qui vous est directement accessible. Et il y a aussi quelques petites améliorations de forme, on va dire, notamment avec des thèmes plus clairs et sombres dans l'aide. Et aussi que le link d'Help a aussi légèrement changé pour être plus intuitif. Maintenant, on va vous présenter la feuille de route. Donc, on a fini avec les innovations à la fois pour ArcGIS Pro 3.6 et 3.7. Et donc, aujourd'hui, on est ici, on est en mai 2026. Et donc, vous voyez que ArcGIS Pro 3.7 a été délivré il y a à peu près 2 semaines, ou la semaine passée, je pense. ArcGIS Pro 3.6 existe déjà depuis novembre 2025, est déjà disponible. Et donc, dans l'année qui vient, on peut s'attendre à 2 nouvelles releases, comme en novembre 2026, ArcGIS Pro 3.8 et à peu près dans 1 an, en mai 2027, on pourra s'attendre à la version 3.9. Alors maintenant, donc il y a pas mal d'améliorations qui vont venir dans l'année qui vient et donc dans les années à venir sur le long terme. Et donc, on peut s'attendre à différents changements. Par exemple, dans tout ce qui est court terme, on peut s'attendre à une intégration de OneDrive dans ArcGIS Pro. Il y aura aussi, en gros, les 2 maîtres mots dans les innovations, ça va être l'amélioration de la modélisation 3D et aussi l'intégration de l'intelligence artificielle. Comme vous savez, c'est un hot topic. Et il va aussi y avoir quelques révisions de certains EPSG et aussi quelques améliorations pour tout ce qui est simulation de flow spatio-temporel avec, par exemple, des plumes ou d'autres, par exemple, flux de liquide ou de fluide. À moyen terme, on va s'attendre, par exemple, à l'intégration de Python 3.15 dans ArcGIS Pro. Comme j'ai dit, il va y avoir aussi des meilleures améliorations pour tout ce qui est modélisation 3D, donc les meshes, segmentation modèle, l'intégration de l'IA et aussi l'intégration de plus de systèmes business avec ArcGIS Pro. Et sur le long terme, on peut attendre par exemple un partage des modèles ArcGIS Pro et à nouveau tout ce qui est plutôt lié à la 3D et à l'IPS et pour les infrastructures en fait et le BIM, donc la modélisation, on pourrait dire les jumeaux numériques. Et donc ici, pour résumer en fait ce que vous avez vu avant, entre 2026 et 2027, on peut s'attendre à pas mal de changements. Donc comme je vous ai dit, l'IA reste au cœur de l'innovation. Donc il y a par exemple l'assistant dans ArcGIS Pro qui est maintenant en version bêta, mais qui j'imagine va être amélioré. Et plus en plus de fonctions basées sur l'IA, comme je vous avais montré, la semantic search ou d'autres choses encore. La visualisation 3D avec les meshes terrain et des outils de correction plus avancés. Une meilleure visualisation des flux temporels et des panaches. Donc en anglais, c'est plumes, panache. Une intégration de OneDrive et de Python 3.15. Une interopérabilité BIM étendue et aussi une connectivité accrue avec les solutions d'entreprise et business, comme par exemple Salesforce ou d'autres solutions business, systèmes business qui vont être progressivement intégrés à ArcGIS Pro. Et donc, toutes ces innovations vont dans le sens d'une meilleure productivité et modernisation des solutions GIS dans des domaines variés comme la planification, l'ingénierie, l'analyse spatiale, mais encore de nombreux autres domaines. Et donc voilà, c'est tout pour la présentation sur ArcGIS Pro What's New Road Ahead en français. Et n'hésitez pas si vous avez des questions pour nous. Merci. Esri Belux, the science of where.